Coucou. Le 10 février 1997, deux écoliers sont attaqués par un étudiant qui tient dans sa main un marteau en plastique. Ils reçoivent alors plusieurs coups à la tête, puis l'ado s'enfuit. L'inconnu qui vient de les attaquer est en réalité Seito Sakakibara, qui d'ici quelques mois va faire la une de la presse japonaise. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante japonaise. C'est la première fois sur la chaîne qu'on va se balader sur l'archipel qui, vous allez voir, nous réserve une terrible histoire. Celle de Seito Sakakibara, un ado dérangé, fasciné par la mort. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, les HVF sortent tous les vendredis soirs à 18 h et on est parti. Qui est Seito Sakakibara? Notre histoire prend place, comme vous l'aurez compris, au Japon, pays du soleil levant que beaucoup de personnes rêvent de visiter pour son architecture atypique, ses paysages incroyables et ses quartiers entièrement dédiés aux jeux vidéo. Pourtant, ce beau pays compte lui aussi son lot de psychopathes. Peu médiatisés en Europe du fait de l'éloignement géographique et de leur culture très différente, les tueurs en série japonais sont pourtant tout aussi intéressants à étudier pour des gens comme vous et moi se passionnant pour ce genre de faits. Seito Sakakibara naît le 7 juillet 1982 à Kobe. Du fait de son jeune âge au moment des faits, 14 ans, sa vie privée est assez bien conservée par les autorités. On sait que Seito naît dans une famille stable, qu'il suit un parcours scolaire basique et qu'il a la même enfance que la plupart des Japonais. D'après ce que j'ai pu trouver pendant mes recherches, il avait également deux petits frères. C'est à l'âge de 10 ans que le comportement de Seito va commencer à changer. Il grandit, se développe et en avril 1993, sa grand-mère décède. Seito en était très proche et la perte de cet être cher à ses yeux va lui faire un choc. Il veut comprendre comment tout ça fonctionne, comment l'humain, l'être le plus intelligent sur la Terre qui a conquis la Terre, la mer, le ciel et l'espace, est pourtant un être si fragile. Entre l'âge de 10 et 12 ans, Seito va donc commencer à réaliser ses premières expériences concernant la mort sur des petits animaux. Il va donc attraper des grenouilles, les ligoter sur le milieu de la route et leur rouler dessus avec son vélo. Il va ensuite attraper des chats, les tuer à coups de couteau, attraper des pigeons, les décapiter. Bref, voilà, il fait ses petites expériences pour voir comment les animaux réagissent lorsqu'ils meurent. Une enfance tout à fait banale. Dans son journal intime concernant ses expériences, il écrira « Je peux soulager mon irritation lorsque je tiens un couteau de survie ou des ciseaux que je fais tournoyer comme un pistolet. » Ramenant des couteaux à l'école, Seito se fait renvoyer plusieurs fois et il est rapidement mis de côté par ses camarades qui le trouvent bizarre. En plus de ça, lui qui a très peu d'amis se sent également abandonné par sa propre famille. En effet, sa mère doit s'occuper de ses deux petits frères et vu que Seito est le frère aîné, c'est le plus grand, eh bien ses parents considèrent qu'il peut se débrouiller tout seul. Et même si ses parents ne s'occupent pas trop de lui, ils lui mettent quand même la pression pour qu'il réussisse à l'école, puisque vous savez que le système scolaire japonais est vraiment très dur et il faut absolument réussir si on veut plus tard avoir un bon travail. Seito va donc grandir en essayant de faire du mieux qu'il peut, il va continuer à aller à l'école et à côté il va continuer ses expériences sur les animaux du quartier. Mais peu à peu, en grandissant, eh bien sa passion pour la mort, sa passion pour le morbide va prendre de plus en plus de place jusqu'à la date fatidique du 10 février 1997. Seito a maintenant 14 ans et il n'en peut plus. Après avoir réalisé pendant plusieurs années des expériences sur des animaux, il veut tester ses propres expériences sur des humains. Le lundi 10 février 1997, avec un marteau en plastique, Seito erre après les cours dans les alentours du collège Tomogaoko. Il attend alors que les élèves sortant de classe se dispersent pour se mettre à suivre deux filles, Mia et Anna, qui ont une dizaine d'années et qui, après une journée de cours, rentrent chez elles en faisant le chemin à pied ensemble. Arrivé au coin d'une rue déserte, sans que personne ne voit rien, Seito, armé d'un marteau en plastique, se jette alors sur Mia et Anna. Il se déchaîne sur elles, met des coups de marteau dans tous les sens, tente de viser leur tête et les deux filles ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Elles se prennent des coups, hurlent, tentent de se défendre comme elles peuvent et, après plusieurs secondes, Seito s'enfuit en courant, laissant l'une des filles
à terre. Ayant entendu les cris, les voisins ont rapidement appelé les secours. Mia passera 2 semaines en convalescence à cause de ses blessures à la tête et Anna, qui quant à elle a à peu près vu le visage de Saito, dira à son père: écoute papa, si le directeur de l'école me montre voilà des visages d'élèves, je saurais reconnaître le garçon qui nous a sauté dessus avec ce marteau en plastique. Donc le père d'Anna va aller voir le directeur, mais le directeur va lui dire: non, écoutez, je vous montrerai aucune image des élèves. Après tout, pour le moment, il n'y a pas mort d'homme. En fait, à l'époque, le directeur de l'établissement voulait surtout éviter un scandale. Mais Saito a enfin goûté aux cris et à la peur de l'être humain. Il vient d'y prendre goût. 16 mars 1997. En se levant ce dimanche de mars 1997, Saito compte profiter du calme ambiant pour trouver une cible et cette fois-ci ne pas se louper. La dernière fois, il a pris peur, les gens sortaient des classes, un lundi, à tout moment, il aurait pu être vu. Mais cette fois-ci, en plein week-end, personne n'est dans les rues à part quelques jeunes, inconscients qu'un psychopathe erre dans la ville. À 16h25, avec en main une barre de fer bien réelle, il croise la route d'Ayaka Yamashita qui a 10 ans. D'après mes recherches, sa zone de chasse est située entre le collège et l'école primaire. Et même si on voit beaucoup d'habitations sur Google Maps, si on zoome un peu, on se rend compte que la zone est parfaite. Il y a beaucoup d'arbres permettant d'être à l'abri des regards et des chemins piétons justement qui passent entre ces arbres. Ce jour-là, Ayaka Yamashita emprunte alors l'un de ces chemins. L'histoire n'a pas révélé ce qu'elle faisait un dimanche seule sur ce chemin, mais on peut imaginer qu'elle partait simplement voir une amie. Malheureusement pour elle, depuis maintenant quelques minutes, Saito l'a repérée. Et sans perdre une seule seconde, au moment où Ayaka emprunte ce chemin sous ces arbres sans que personne ne voit rien, il se jette sur elle, barre de fer en main et l'abat plusieurs fois sur la tête de la fillette qui s'effondre. Ayaka, au moment où elle sent le premier coup qui arrive de derrière lui frapper la tête, perd immédiatement connaissance. Saito, qui n'a que 14 ans, est très heureux. Cette fois-ci, personne n'est venu le déranger. Quelques minutes plus tard, il va croiser la route de Saya qui a 9 ans. Elle aussi se balade seule sur le chemin. Saito sortira alors une lame, attaquera Saya qui à son tour s'effondrera. Mais au moment où il rentre chez lui, Saito ne sait pas vraiment s'il a réussi son coup. Bon voilà, alors certes il a mis des coups de barre de fer, il a mis un coup de lame, mais après il s'est enfui parce qu'il voulait pas rester trop longtemps sur les lieux. Il a que 14 ans, il est pas super sûr de ce qu'il fait et donc il attend de voir ce que les journalistes vont dire. Et seulement quelques heures plus tard, l'alerte est donnée. 2 autres fillettes viennent d'être attaquées. Ayaka, la première victime, est transportée à l'hôpital mais il décédera une semaine plus tard. Saya quant à elle survivra et sera mise sous surveillance pendant 2 semaines. Elle n'a pas vu le visage de Saito et est incapable de le décrire. Pour ces faits, dans son journal, Saito écrira: « J'ai effectué aujourd'hui des expériences sacrées pour confirmer à quel point les êtres humains sont fragiles. J'ai fait tomber la barre quand la fille s'est tournée vers moi. Je pense que je l'ai frappée quelques fois, mais j'étais trop excité pour m'en souvenir. » Une semaine plus tard, il écrira: « Ce matin, ma mère m'a dit: pauvre fille, la fille attaquée semble être morte. Il n'y a aucun signe de ma capture. Je vous remercie, Bamwa Dokishin, pour cela. Continuer à me protéger. » Selon mes recherches, les Bamwa Dokishin seraient apparemment un esprit inventé de toutes pièces par Saito pour donner voilà une dimension un peu divine à ses crimes. Mais ne vous faites pas avoir, vous allez voir plus tard que Saito est loin d'être bête, qu'il sait très bien ce qu'il fait. Saito n'a pas commis le crime parfait, mais il s'en rapproche peu à peu. Après avoir agressé en seulement 1 mois 4 élèves et en avoir assassiné une, Saito est confiant. Personne ne sait qui il est. Alors certes, ses victimes l'ont vu, mais pas bien. Donc lorsqu'il se rend sur le chemin de l'école, personne ne le remarque. Saito est un garçon comme un autre. Il part en cours avec son uniforme, il a 14 ans, il a la même coupe que tout le monde. Personne ne pourrait se douter que celui qui fait ça est un ado de 14 ans. Bon alors bien sûr, de leur côté, les enquêteurs japonais ont commencé à enquêter sur cette série de crimes. Mais l'enquête dès le début est difficile puisque Saito frappe à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et avec n'importe quelle arme. Tout ce qui peut faire mal, il le prend. À l'époque, en plus de ça, les faits sont vachement minimisés. On espère que l'ado qui semble commettre ces crimes va s'arrêter un jour ou l'autre. Malheureusement, Saito ne va pas s'arrêter là et dans 3 mois, il va connaître l'un des pires crimes qu'ait connu le Japon. Ce crime va le faire connaître mondialement. 24 mai 1997. C'est un samedi, l'après-midi est belle, les parents de Saito sont au travail et lui n'a semble-t-il pas court. La journée est parfaite pour mettre son plan à exécution. Cette fois, il est décidé à réussir, il veut assassiner quelqu'un, l'observer mourir sans avoir besoin de s'enfuir. En début d'après-midi, Saito enfourche son vélo et fait dans un premier temps le tour de son quartier pendant environ 10 minutes. Mais il ne croise personne. Frustré, il se dirige alors vers le collège, zone qu'il connaît bien. Il va alors croiser Jun As, un garçon de 11 ans scolarisé
dans une classe spécialisée puisqu'il souffre d'un léger retard mental et qu'il lui faut un peu plus de temps que les autres élèves pour comprendre les cours. Et Saito le sait puisque la famille de Jun vit dans le même quartier que lui et qu'il est ami avec son petit frère, qui fait donc de lui une cible parfaite. Vous imaginez bien que Jun, qui à ce moment-là marche seul dans la rue du haut de ses 11 ans, ne se soucie de rien. Il est d'ailleurs très heureux puisque ce jour-là, il part rendre visite à son grand-père. Malheureusement, vous en doutez, mais Jun As, qui a 11 ans à ce moment-là, vit ses derniers instants. Saito va alors aborder Jun en lui disant qu'en haut de la montagne, près du réservoir d'eau, il y a des tortues. Il ne dit pas ça par hasard, il sait par son petit frère que Jun a des tortues chez lui. C'est sa petite passion et il accepte alors de suivre Saito jusqu'au réservoir d'eau qui est situé à 850 mètres de l'école. Une fois de plus, Saito n'a pas choisi l'endroit par hasard. Il est à l'abri des regards, en haut d'une petite colline, personne ne viendra les déranger. Après avoir fait le trajet, arrivé au réservoir d'eau, Saito n'en peut plus d'attendre. Il n'essaie même pas de discuter avec Jun qui attend juste de voir les tortues. Il le regarde, place ses mains autour de son cou et serre le plus fort possible. Jun As, qui a 11 ans, est assassiné. Saito à ce moment-là jubile. Il a vu la peur dans les yeux de Jun qui tentait tant bien que mal du haut de ses 11 ans de se débattre et de se défendre. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il va laisser Jun près du réservoir d'eau pendant 2 jours. Il revient sur les lieux le 26 mai avec une scie qu'il a volée dans un magasin de bricolage. Ce jour-là, Saito ramènera chez lui la tête de Jun qu'il cachera dans sa chambre jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain matin. Le mardi 27 mai, la concierge de l'école découvre l'horreur. La tête de Jun est là, posée devant le portail avec une lettre dans la bouche. C'est le commencement d'un jeu. Essayez de m'arrêter si vous le pouvez, stupide police. Je tiens désespérément à voir des personnes mourir. C'est un plaisir pour moi de commettre un meurtre. Un jugement sanglant va s'abattre pour rattraper mes années de grandes amertumes. Une seconde lettre a été déposée le même jour dans un journal local, disant « Maintenant, c'est le début d'un jeu. Je mets ma vie en jeu pour le plaisir de ce jeu. Si je suis pris, je serai probablement pendu. La police devrait être plus en colère et plus tenace à me poursuivre. Ce n'est que lorsque je tue que je suis libéré de la haine constante dont je souffre et que je suis capable de retrouver la paix. Ce n'est que lorsque je fais du mal aux gens que je peux soulager ma propre douleur. Le système scolaire japonais est un système d'éducation obligatoire qui m'a formé en tant que personne invisible. Ces lettres étaient toutes signées Saito Sakakibara. Et vous êtes sûrement en train de vous dire dans un premier temps, bon ok, cet ado de 14 ans est complètement taré, mais en plus de ça, il est complètement stupide. Pourquoi signer ses propres lettres de son propre nom et prénom? Il va pas faire long feu. Eh bien en réalité, Saito Sakakibara ne s'appelle pas Saito Sakakibara. C'est juste un surnom qu'il s'est donné lui-même. Sa vraie identité sera révélée bien plus tard. Attention, par contre la photo que vous voyez depuis le début de la vidéo, c'est bien lui. Bon alors les journaux de l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui, ils veulent réaliser leurs articles le plus vite possible pour vendre un maximum, et donc dans cette précipitation, ils vont mal orthographier Sakakibara, qui va donc devenir Onibara. Bon alors Saito, du haut de ses 14 ans, voyant que son pseudonyme n'a pas du tout été respecté par les journalistes, réagira immédiatement dans une nouvelle lettre. À partir de maintenant, si vous avez mal lu mon nom ou gâché mon humeur, je tuerai 3 légumes par semaine. Si vous pensez que je ne peux tuer que des enfants, vous vous trompez grandement. Bon alors les légumes, comme ils les appellent, sont bien évidemment des adultes. À partir de la date de l'horrible meurtre de Jun As, l'enquête s'accélère alors. Et concernant cette enquête, il n'y a eu quasiment aucune fuite. Vous connaissez sûrement les Japonais, ce sont des gens très stricts, très droits, et donc l'enquête n'a quasiment pas fuité. C'est presque la page blanche. Et pourtant, les enquêteurs japonais vont réussir à identifier Saito. Selon moi, par plusieurs moyens. Tout d'abord, faut savoir que Saito, comme je vous le disais en début de vidéo, s'était déjà fait remarquer plusieurs fois en ramenant des lames à l'école et vis-à-vis de son comportement un peu étrange. Donc il était déjà un peu entre guillemets fiché. En plus de ça, les lettres de Saito ont été écrites à la main. Ils avaient donc l'écriture du tueur. Imaginons qu'ils aient réussi à remonter jusque Saito de par voilà les faits qu'il ait ramené des couteaux à l'école. Eh bien ils ont peut-être juste eu à comparer l'écriture de Saito et l'écriture du tueur pour se dire que c'était peut-être lui. Alors bien sûr Saito a dû laisser des indices sur les scènes de crime, il a dû laisser des empreintes et bien d'autres choses, mais malheureusement ça n'a jamais été communiqué. Le 28 juin 1997, 1 mois et 4 jours après le meurtre de Jun As, Saito est arrêté. Il s'appelle en réalité Shinichiro Azuma, mais sera surnommé par la presse du fait de son jeune âge et pour ne pas totalement détruire sa vie, Boy A.
Saito, face aux preuves que lui montrent les enquêteurs, avouera très rapidement ses crimes. Il passera un examen psychologique qui dira que c'est un garçon normal, il a un QI dans la moyenne et il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Les experts tenteront d'expliquer les actes de Saito par un sadisme prononcé et des pulsions immatures. Saito prenait du plaisir à commettre ces meurtres. Comme dans chaque affaire, il y a eu des controverses. Un avocat spécialisé nommé Shishiro Goto et le directeur du collège ont tenté de défendre Saito, disant qu'il était innocent pour 3 raisons. De 1, les enquêteurs ont dit que l'agresseur était gaucher, or Saito est droitier. Seconde raison, les aveux de Saito contenaient apparemment pas mal de déclarations absurdes et fantaisistes d'événements qui ne s'étaient, selon les enquêteurs, jamais passés. Et troisième raison, Saito avait de mauvaises notes et la lettre envoyée au journal local et mise dans la bouche de Juan contenait de nombreuses phrases très bien élaborées que Saito, au vu de ses notes, aurait apparemment été incapable de décrire. Je vous rassure, j'ai pas fait cette vidéo pour rien. Saito par la suite a été formellement identifié par les élèves qu'il avait attaqué à coups de marteau et en plus de ça, on a découvert que la lettre qu'il avait donc très bien écrite a été rédigée grâce à divers dictionnaires qu'il avait chez lui. Ah, il est pas si bête hein, le gamin. En plus de ça, après son arrestation, Saito a eu un entretien privé avec sa mère et il lui a avoué en larmes que c'était bien lui. Mais dans ce cas-là, qu'est-il devenu? Et aujourd'hui, Saito, après avoir assassiné 2 élèves et en avoir agressé 3 autres, ressortira de prison après 7 ans de détention à l'âge de 21 ans. Bien évidemment, l'opinion publique et les parents d'élèves ont été révoltés par cette libération. À l'âge de 32 ans, il a sorti un livre nommé Zeka qui n'a malheureusement pas été traduit, mais dans lequel Saito affirme ses regrets pour les crimes qu'il a commis, mais montre qu'il est toujours pervers et sadique. Puisque dans ce livre qui a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie, il raconte ses meurtres avec beaucoup de détails. Son livre deviendra d'ailleurs un best-seller japonais et se vendra à pas moins de 100 000 exemplaires en 3 semaines, lui rapportant un total de 80 000 euros. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai traduit la somme en yens en euros, hein, je suis pas débile. Saito aime provoquer et il montre à travers ce livre que ses années de détention ne lui ont pas enlevé son côté pervers. Mais s'il fait tout ça, s'il écrit ce livre en décrivant ses meurtres, c'est parce que Saito à ce moment-là est complètement anonyme. Il est connu uniquement sous un pseudonyme et à ce moment-là, aucune photo de lui n'a jamais fuité. La photo que vous avez vue tout au long de la vidéo a fuité bien plus tard après les faits. Eh bien, un journal scandalisé par les écrits de Saito publiera son vrai nom, Shinichiro Azuma, sa photo lorsqu'il avait 14 ans et là où il habite au moment de l'écriture de son livre. Au moment où il sort son livre, Saito habite donc à Tokyo et il travaille en tant que soudeur sur des chantiers. Saito a aujourd'hui 38 ans, il vit totalement libre dans la société japonaise, aucune photo de lui n'existe à part celle-ci et depuis la révélation de sa véritable identité, il n'a plus jamais fait parler de lui. A-t-il réussi à vaincre ses délires, ses fantasmes? L'avenir nous le dira. Je pense personnellement que l'écriture de ce livre a fait beaucoup de bien à Saito puisque ça a peut-être été comme une thérapie. Ça lui a permis de revivre ses meurtres, de retourner à l'âge de 14 ans lorsqu'il était tout puissant et ça lui a peut-être permis de se canaliser. Ou en tout cas, de ne pas être en manque. Quoi qu'il advienne, c'est ainsi que se termine l'histoire du tueur Saito Sakakibara qui avait 14 ans au moment des faits. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez Japon en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère que l'histoire vous aura plu. Elle avait peut-être un peu moins de détails que d'habitude, mais j'ai vraiment fait au mieux pour vous l'écrire et pour vous la sortir. C'était Max Guys, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle HVF. Et puis,